Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Retour de Il y a du peuple seul contre tous. Avec nous Étienne Chouard, professeur d'économie et de droit à Marseille, et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. L'incendie de Notre-Dame a ému non seulement la France mais la planète entière. Le président de la République a repoussé ses annonces suite au grand débat en appelant à l'unité nationale, tandis que la mobilisation en vue de reconstruire la cathédrale est gigantesque puisqu'environ 1 milliard d'euros a déjà été récolté. Les donateurs se comptant parmi les plus grandes fortunes comme chez les plus modestes. On sent une immense solidarité qui prouve que peut-être des sentiments comme le sentiment national ou l'attachement à un monument emblématique tant de la France que du christianisme sont encore présents dans la population. Des sentiments identitaires et d'appartenance que certains voudraient voir disparaître et qui font appel à des valeurs supérieures et spirituelles, mais en aucun cas matérielles. L'incendie de Notre-Dame est-il une catastrophe nationale ? C'est notre premier débat ce soir jusqu'à 19h30 dans Il y a du peuple seul contre tous sur Sud Radio. Je vais vous poser une question de béotien, bien évidemment. On va commencer, galanterie oblige. Étienne Chouard ne m'en voudra pas avec vous, Elisabeth Lévy. Comment avez-vous vécu l'incendie de Notre-Dame ? Moi, j'ai été bouleversée. Alors, peut-être dois-je préciser que je ne suis pas catholique, si d'aucuns l'ignoraient. Mais c'est mon passé quand même. Mes ancêtres n'étaient pas gaulois, si vous voulez, ils n'étaient pas chrétiens. Mais, je veux dire, c'est mon passé, c'est quelque chose qui nous a été transmis à travers les siècles, si vous voulez, et qui n'est d'ailleurs pas tombé sous les coups de fanatiques, mais qui est tombé un peu peut-être par notre impéritie, si vous voulez, enfin peut-être. Oui, une enquête en cours. En tous les cas, Notre-Dame, comme beaucoup d'églises sont à l'abandon et sont très mal entretenues. Donc là, je ne dis pas, je ne veux accuser personne. Et je crois que ce qui m'a bouleversé en fait, ce sont deux choses. La première, c'est que si vous voulez, en regardant, moi j'habite à proximité de Notre-Dame, donc je passe très souvent devant. D'ailleurs, pour voir ce témoignage, que j'aime, ce témoignage de la folie humaine et des beautés qu'elle peut réaliser. Et il y avait un petit air de 7 janvier. C'était un peu comme le 7 janvier 2015, l'attentat de Charlie Hebdo. La partie de nous que nous avons perdu le 7 janvier 2015, c'est une toute autre partie. Quelque chose qui a irrigué aussi l'identité française, qui est plus tardif, si vous voulez, mais cette espèce d'esprit gaulois, de bouffeurs de curés, de laïcards, etc. Ça fait aussi partie. Et là, on a perdu une autre partie de nous-mêmes. Alors je m'interroge simplement, si vous voulez, je ne marche plus tellement, je l'avoue, aux grandes effusions collectives. Je ne marche plus tellement quand on nous sort les futurs, nous rebâtirons, quand la notion de l'efficacité, de la communication revient immédiatement. Et surtout, si vous voulez, je m'aperçois avec un peu de chagrin qu'en une semaine, si vous voulez, on a parfaitement gommé, si vous voulez, le caractère chrétien de Notre-Dame pour nous. C'est Notre-Dame des touristes. Et Anne Hidalgo a cette phrase, enfin cette demande qui me semble moi absolument scandaleuse. Si vous voulez, c'est vraiment Festivus qui est parmi nous. Si vous voulez, c'est qu'il faut rebâtir Notre-Dame pour les Jeux Olympiques, pour les touristes. Je trouve ça accablant, si vous voulez. Et j'aimerais que cette apparente redécouverte de racines chrétiennes que d'habitude on a l'habitude de vouloir gommer, de trouver que c'est vraiment un passé affreux, etc. J'aimerais qu'elle ne soit pas juste un feu de paille sans lendemain, mais j'ai des doutes. Voilà. Comment vous l'avez vécu, vous, Étienne Chouard, cet incendie ? Comme tout le monde, on a l'impression d'un grand malheur, quelque chose contre quoi on ne pourra pas revenir en arrière. Mais très vite, relativise. Quand on s'occupe de l'actualité, on a en tête sans arrêt tous les jours des bombardements de tas de villes dans lesquelles il y a des cathédrales qui se font littéralement raser par les bombes, et du même coup, là... Pardon pour ma réaction. Non, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Non, je ne veux pas vous interrompre, j'attends que vous finissiez. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Si vous voulez, comme vous, j'ai partagé plein de moments à regarder ces pierres et à rêver au temps et aux efforts qu'elles ont représentés. Mais je sais pas, quand on fait de la politique, on relativise sans arrêt, on n'arrête pas de hiérarchiser. Et quand on voit que au bout de 24 heures, on a réussi à mobiliser 1 milliard d'euros en 24 heures,
pour un tas de pierres calcinées, alors qu'il y a 10 ou 15 000 morts par an sur le chômage qui ne mobilisent personne. C'est-à-dire que ces gens-là, les gens qui se mobilisent pour Notre-Dame, ne se mobilisent pas pour... Ils payent des impôts néanmoins, je vous rappelle, et ils créent des emplois. Oui, mais si vous voulez, je trouve ça... Enfin, si vous voulez... Bon, je me trompe peut-être à hiérarchiser dans ce sens-là, et je suis comme vous, hein, je suis comme nous vous. Nous tâtonnons, et oui, voilà. Oui, mais vous disiez, je ne marche pas aux appels à l'émotion collective, et je partage ça avec vous. Oui. Alors, j'ai l'impression d'être instrumentalisé. Je voudrais quand même répondre sur un point, parce que c'est intéressant. D'être instrumentalisé. Non, alors moi, je dis je ne marche pas parce que je vois bien comme vous. Merci. Là, pour le coup, qu'il y a les effets de communication derrière, que chacun veut se montrer et montrer sa belle âme, et que, en quelque sorte, effectivement, de même que François Hollande, si vous voulez, avait eu son 7 janvier, je veux dire, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a trouvé son nouveau rôle en bâtisseur de cathédrale. Je vous l'accorde, c'est hypocrite, quoi, parce que surtout ça va finir par friser pendant assez qu'il vite. dévaste la société, il essaye de faire société sur un fait divers, mais non, c'est pas un fait divers, mais ça va finir par c'est pas un fait divers. C'est pas un fait divers, et ça va finir par friser le ridicule. Mais je voudrais quand même répondre, ça va finir par friser le ridicule, l'agitation politique, si vous voulez, et tout le monde qui va montrer cette belle âme sur ce parvis, y compris des gens qui hier disaient absolument les pires horreurs sur les catholiques ou sur le catholicisme, et qui s'en foutaient complètement. En revanche, cet argument, si vous voulez, qui est celui de Aude Lancelin, je crois, il s'occupe des pierres et pas de la chair, me semble... C'est vrai, ça, non ? Attendez, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, il est scandaleux et faux et une insulte au peuple. D'accord ? Il est une insulte au peuple, parce que le peuple, quoi que vous en pensiez, ne se nourrit pas que de pain. Parmi les gens qui se sont précipités pour donner, parmi les gens qui pleuraient devant l'église, devant cette cathédrale, il n'y avait pas... Ça n'était pas la grande élite de la société, il y avait des gens de toutes sortes. Et les pauvres donnent. À cœur parce qu'ils savent, si vous voulez, que ces pierres ne sont pas seulement des pierres, parce que elles portent quelque chose, elles portent un témoignage. Et moi, je crois que la France des ronds-points, en tous les cas, je ne parle plus de la France des Gilets jaunes, parce que c'est devenu un mouvement beaucoup trop hétéroclite, si vous voulez, pour qu'on dise ça. Mais la France des ronds-points, moi, je crois, si vous voulez, est très attaché à cela. Et d'ailleurs, j'attire juste votre attention sur une chose. Il y a en France, et dans cette France que vous aimez, des villages, du local, etc., des milliers d'associations qui défendent le patrimoine. Ça n'est pas parce que les gens n'aiment que les pierres. Ça veut dire qu'ils savent que cela porte autre chose. Donc, je veux dire, je ne crois pas que parce qu'il y a des pauvres, on devrait arrêter de construire des opéras. Justement, Étienne Chouard, est-ce que ça ne prouve pas qu'il n'y a pas qu'il me réponde là-dessus. Allez-y, j'avais prévu une autre question, mais allez-y, Étienne Chouard. Vous la poserez, bien sûr. J'aurais pas pris l'exemple de l'opéra, par contre, parce que c'est vrai que l'opéra, c'est quand même une culture de gens particulièrement aisés. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens pauvres à l'opéra, par contre. Je crois, je me trompe peut-être, mais il me semble... C'est vrai, mais est-ce qu'il faut supprimer l'opéra pour ça ? Non, pas supprimer, mais le faire payer à ceux qui l'utilisent, parce que là, on fait payer à tout le monde. Si vous voulez, sur la reconstruction de Notre-Dame, j'aurais trouvé judicieux que chacun... soit qu'on fasse un référendum pour savoir si on est d'accord pour dépenser tout cet argent, parce que le milliard d'euros qu'il est question de donner, il va être en franchise d'impôt, sauf pour le gars qui a décidé de ne pas se servir de la franchise d'impôt. Là. Mais alors, Arnaud et Pinault ont dit qu'ils ne prendraient pas l'abattement fiscal. Qui ne sont d'ailleurs pas des héritiers. Mais c'est de l'argent qu'ils ont volé aux salariés, donc ils peuvent le donner. Mais oui. Écoutez, Étienne, quand un chef d'entreprise qui a créé son entreprise, qui n'a même pas, crée des emplois, fait rayonner le luxe français, vous pouvez ne pas aimer le bonhomme, mais vous ne pouvez pas en permanence dire que les chefs d'entreprise volent les salariés. Si, quand il gagne des milliards... Et au nom de quoi le salarié serait propriétaire d'une entreprise que quelqu'un d'autre a créée? Parce que c'est lui qui crée la richesse, c'est les travailleurs qui créent la richesse. Mais bien sûr. Mais je voudrais revenir... Et le gars qui gagne des milliards sur leur dos, c'est en leur volant. Oui, c'est vraiment très grave. C'est très grave d'entretenir... Non, je voudrais le dire quand même. C'est grave de le masquer. C'est très grave d'entretenir cette haine permanente. C'est pas une haine, c'est un reproche. C'est pas de la haine, non. Quand vous dites les voleurs, enfin écoutez... les voleurs, c'est pas de la haine, c'est un reproche. Ils volent. C'est un revenu qui n'est pas dû. Je trouve que c'est plutôt une insulte. Oui, mais c'est pas de la haine. Non, mais c'est pas de la haine, c'est un reproche, c'est un revenu. Mais vous entretenez la haine anti-riche, peut-être pas la vôtre. Mais c'est pas la haine. Vous entretenez quand vous dites à des gens, les salariés vous volent, les patrons vous volent, vous oubliez que ces patrons ont créé des empires, vous pouvez en penser. Mais non, c'est pas eux qui ont créé les empires, c'est les salariés qui rament.
Mais écoutez, les salariés tout seuls ne vont pas les créer. Arnaud Lagardère a créé un empire. Mais justement, je voudrais poser ma question. Je ne parle pas de Lagardère, je parlais de Pinault et Arnaud. Là, oui. Étienne Chouard, je voulais poser une question. Est-ce que ça prouve pas, finalement, cette émotion majeure, qu'il n'y a pas que le pouvoir d'achat et les questions matérielles, mais qu'il y a encore des valeurs supérieures, qu'elles soient relatives à la nation ou spirituelles? D'accord, mais il y a quelque chose de plus grand que nous. Oui, d'accord. Et les pauvres le sentent autant que les riches. Non, mais je ne suis pas en désaccord avec ça. Je dis juste qu'au moment de dépenser des milliards pour reconstruire, qui se justifie peut-être tout à fait, je ne le conteste pas. Simplement, il me semble que, comme dans d'autres matières, la population devrait être appelée à donner son consentement à ces grandes dépenses. Parce qu'on la prive de tout. Excusez-moi, mais je vois la situation des urgences. Et il n'y a pas besoin de caricaturer. La situation des urgences dans les hôpitaux est caricaturale aujourd'hui. Nous manquons d'argent. Que serait la France si on arrêtait, pardon, allez-y. Oui, juste parce que je n'en ai pas pour longtemps. Oui. Allez-y. Pendant que les urgences manquent cruellement d'argent, on en trouve 1 milliard pour restaurer. Écoutez, il y a un choix à faire. À mon avis, ce choix est politique. Et il est d'une envergure telle qu'il justifierait que ce soit fait soit par référendum, soit par une collecte, mais qui ne serait pas en franchise fiscale. C'est-à-dire que les gens donneraient l'argent, ils donneraient vraiment l'argent. Une collecte. Les dons à toutes les associations sont en franchise fiscale, enfin pas en franchise complète d'ailleurs. Il y a une déduction fiscale qui vous donnez au Resto du Cœur. Oui. Je vous rappelle. Oui, tout à fait. Mais il me semble qu'en l'occurrence, ce serait légitime que ces grosses dépenses soient prises en charge par... Et je suis sûr qu'on trouverait l'argent, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de Français qui mettraient un petit peu pour qu'on arrive à couvrir ces milliards, mais pas en franchise d'impôt. On ne demanderait pas à tout le monde d'y participer, ce serait ceux qui y tiennent, et ce serait comme un référendum, et ce ne serait pas illégitime. Qu'est-ce que ça poserait comme problème de faire comme ça? Moi, ce que je trouve désolant, si vous voulez, c'est que quelqu'un comme vous, qui est professeur, qui aimait la culture, qui aimait les livres, qui aimait la beauté... Et moi, je mettrais sûrement quelque argent. Mais je ne vois pas pourquoi on impose à cette mamie que j'ai rencontrée sur le rond-point, qui gagne 600 € par mois, pourquoi est-ce qu'on va se servir de ces impôts? De la même façon, si vous voulez, on impose aux gens aussi de payer pour l'école, et je veux dire, on leur impose de payer pour les routes. Mais vous savez que les très riches ne payent pas d'impôts, justement. Je vais vous répondre, je dis simplement. Les très riches payent pas d'impôts. Je dis simplement, je veux dire, il y a quelque chose de terriblement matérialiste, simplement, dans votre conception des choses. C'est-à-dire, vous prêtez la même conception aux classes populaires. Vous pensez, si vous voulez, qu'on peut mettre sur le même plan que les gens, on va leur dire, vous comprenez, on vous prend l'argent qu'on aurait pu donner pour les migrants et on le met dans une église. Mais on se nourrit des deux. Et par ailleurs, moi je ne crois pas du tout au d'argent. Avec la dette, on a créé un manque d'argent, Elisabeth. On ne peut pas payer les deux. Eh bien moi, je pense, si vous voulez, que c'est tout à fait quelque chose qui nous survivra, quelque chose qui est plus grand que nous. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous, si vous voulez. Et ce quelque chose, pour moi, c'est le cœur de l'identité française. Je veux dire, et ça n'est pas, je crois que je l'ai déjà dit ici, évidemment, il y a le bourgeon révolutionnaire, mais reconnaissez que c'est pas absurde de décider ça ensemble. C'est pas absurde de décider ça ensemble. Que ce soit pas ni vous ni moi qui décidions, mais qu'on le décide ensemble. C'est pas absurde. Je crois que ça ne me dérange pas. Moi, encore une fois, je suis pour la démocratie représentative. Ce que j'aimerais. Pourquoi ce serait en revanche, on va pas refaire ce même débat à chaque fois. Moi, je suis pour que les gouvernants décident. Et moi, je suis pour que le peuple décide. Écoutez, je suis pour que les gouvernants décident. Simplement, je pense qu'il devrait y avoir un débat, non pas tant sur l'histoire de l'argent, qui me semble pas, en l'occurrence, je ne vois pas de scandale. Et franchement, puisqu'il y a des riches dans cette société, parce que nous ne sommes pas une société communiste ayant aboli la propriété, je préfère que ce soit des riches qui contribuent, même si je ne suis pas du tout dupe de la raison pour laquelle ils contribuent, que des riches qui contribuent pas. Mais je vais vous donner un contre-exemple. Ou plus exactement, j'aimerais vous faire réagir sur quelque chose. Vous avez dû entendre parler des tweets de l'UNEF ou de certaines personnalités de l'UNEF. Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'histoire de France, ou alors vous aimez trop l'identité française alors qu'on s'en balèque. Objectivement, c'est votre délire de petit blanc. Comme me l'a dit Alain Finkielkraut, il y a tant de filles qui s'en balèquent que ça devient vraiment consternant. Écoutez, est-ce que c'est pas du Charlie? C'est simplement du Charlie, quoi. C'est exactement comme Charlie. Non. Pas... Bon, non. Quelle différence? Charlie, il dit la même chose. Il dit la même chose des musulmans. N'aurait jamais dit votre délire de petit blanc. Mais ça, déjà, c'est du racisme. Alors, attendez, vous permettez. Non, mais la même personne avait tweeté il y a quelque temps, je cite, qu'il fallait gazer tous les blancs cette sous-race. Oui, c'est cette personne qui avait tweeté. Non, mais ça, c'est des horreurs. Mais vous allez quoi, monter en épingle une horreur? Il y en a plein sur Twitter. J'essaye juste de vous dire. Sur Twitter, il y a plein d'horreurs. J'essaye juste de vous dire, à contrario,
si vous voulez, de ce genre de réaction. J'essaye de vous expliquer à contrario qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est une sorte d'appel à la transcendance et que tout ne se résout pas. Vous savez, Charles Péguy disait tout commence en mystique et finit en politique. Et malheureusement, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Mais là, avec vous, tout commence en mystique et finit en économique. C'est-à-dire, et finit en pouvoir d'achat. Non, ça n'est pas le seul horizon de la vie humaine. Non, mais ça Elisabeth, ne peut pas vous dites ça parce que vous avez le ventre plein. Moi, j'ai de l'empathie pour les gens qui ont le ventre vide. Écoutez, je vous jure, Elisabeth, je n'exagère pas. Non, je ne peux pas entendre ce genre d'argument. Donc arrêtons. Pourquoi je paye votre université tant qu'il y a des gens qui ont le ventre vide? Mais attendez, je parle pas à de ce moi. moment-là. Je parle pas, moi je suis comme vous, j'ai le ventre plein. Mais ce que je vois toutes les semaines depuis 5 mois, je le vois toutes les semaines sur chaque rond-point, je vois des gens qui m'expliquent leur vie. Je ne comprends pas comment ils font pour vivre. Ils vivent avec 800 € par mois. Je ne sais pas si vous pouvez vivre avec 800 €. Non, moi, je ne peux pas vivre avec 800 €, mais il y a 46% du... Elisabeth, il y en a plein qui vivent. Il y en a plein. D'accord, donc on arrête l'école, alors arrêtons l'école. Mais pourquoi Parce que vous avez l'air de considérer que la culture, c'est un petit supplément d'âme, si vous voulez. C'est du luxe pour ceux qui crèvent de faim. Non, ça n'est pas du luxe. Si vous voulez, ceux qui crèvent de faim continueront à crever de faim s'ils ne s'élèvent pas par l'éducation, s'ils ne s'élèvent pas par la culture. Mais c'est quelque chose d'indécent de récupérer des milliards. Non, ça n'est pas indécent. Ce qui est indécent, si vous voulez, c'est de dire que c'est que des pierres. Non, ce qui est indécent... Non, mais j'exagère quand je dis que c'est des pierres, mais c'est pour vous, justement, pour vous réveiller, parce qu'il y a quelque chose, un problème. Non, mais moi, nous arrivons à mobiliser. Vous n'allez pas me réveiller, vous allez m'encolérer. Peut-être que c'est ça qui fait l'attrait d'une discussion, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas d'accord. Quand vous trouvez des milliards en 24 heures, comme s'il y avait de l'argent partout, en fait, qu'il suffisait de se baisser pour le trouver, pour restaurer un tas de pierres qui vient de brûler, j'exagère exprès, ok. Quand vous crevez de faim, vous pouvez vous dire, à mon avis, enfin, moi j'ai de l'empathie pour les gens qui se disent... Je n'ai pas dit que je n'avais pas d'empathie. Pour nous, il n'y a pas de pognon, et pour eux, pour leur luxe, pour leur petit plaisir de culture, ils trouvent ça pas juste. Moi, j'ai de l'empathie et du respect pour eux. Ils ont envie de participer à la décision politique de ce refinancement. Alors ça, c'est une autre question. On n'est pas d'accord là-dessus, mais je peux l'entendre. En revanche, si vous voulez, moi j'ai de l'empathie et du respect pour les gens qui, je ne crois pas qu'ils meurent de faim. Non, ils ne meurent pas de faim. Moi, ils souffrent de faim. Qui souffrent, non pas de fain, qui souffrent. Non, le 15, le frigo est vide. Ça, c'est vos mots. Laissez-moi, Étienne, laissez-moi employer mes mots, s'il vous plaît, et laissez-moi avoir mon regard sur ce que je vois. Je ne pense pas effectivement que nous soyons dans un pays où les gens meurent de faim dans leur ensemble, et même massivement. D'accord, on n'est pas d'accord. Des gens dont vous n'imaginez pas la pauvreté. D'accord, mais on n'est pas d'accord. Mais par ailleurs, je pense réellement, ça, les gilets jaunes. Vous insultez les gens. Mais pas du tout. Pour moi, non mais. Alors moi, je l'entends comme une insulte, si vous voulez, quand vous semblez dire on doit choisir. Excusez-moi, si la France existe, si, je veux dire, aujourd'hui la France existe, c'est aussi parce que des gens ont transmis des choses qu'ils pensaient plus grandes qu'eux. Et donc, je veux dire, autant si vous voulez, quand on arrive à Notre-Dame des touristes, je trouve ça écœurant, et là-dessus, on va se rejoindre. Absolument, oui. Vous voyez, là vraiment, je me suis atterré. Autant, si vous voulez, dans cet élan populaire, et y compris... Bon, je veux dire, bien sûr qu'ils veulent se faire de la pub, tous ces riches, mais y compris de la part de ceux-là, si vous voulez... Je veux dire, ça n'est pas la même chose de faire du mécénat en quelque sorte, et je veux dire, ils injectent de l'argent dans l'économie. L'argent qu'ils nous ont volé. Ils injectent de l'argent qu'ils nous ont volé. Enfin, ils font ça depuis des siècles, ça va bien. Non mais quoi. Écoutez, et par ailleurs, j'aimerais que vous me disiez. Milliards et ils te donnent des millions. J'aimerais que vous me disiez. C'est pas non mais assez, arrêtez de faire croire aux gens que si. Non mais d'accord. Mettons Bernard Arnault et Pinot, exproprions-les. Je veux dire, prenons-leur tout ce qu'ils ont fait et vous verrez si le résultat va améliorer le sort de qui que ce soit. Parce que pour commencer, dans le pays, vous allez changer beaucoup de choses. Parce que pour commencer, ce que vous allez faire, si vous voulez, c'est que vous allez déjà non seulement perdre les emplois de leur groupe, si vous voulez, mais perdre le prestige. Parce que contrairement à ce que vous croyez, des entreprises ne se dirigent pas avec juste... Mais regardez, Carlos Ghosn est parti, la boîte tourne, il n'y a pas besoin des patrons. On n'a pas besoin de ces gens-là. Parce que vous croyez qu'à Renault, il n'y a plus de patrons. Mais non, les patrons, vous savez pourquoi ils les payent. Vous savez pourquoi ils les payent si cher, les patrons? C'est parce qu'ils font le sale boulot de licencier pour gaver les actionnaires. Etienne, c'est pas possible. Vous êtes complètement... C'est ça le problème. Vous avez une vision du monde, si vous voulez, qui est même pas bourdieusienne, qui est complètement... Si vous voulez, il y a des bons et des méchants. Mais oui, il y a des bons et des méchants. Tout le monde se voit pas. Mais écoutez, ça, c'est du fascisme. C'est du totalitarisme. De diviser le monde entre les bons et les méchants. Non, moi, vous me faites peur quand vous me dites les patrons... Oui, quand vous dites les patrons qui volent le salarié. Je vais vous dire pourquoi vous me faites peur. C'est l'extorsion de la plus-value. C'est marxiste, pas fasciste. Vous me faites peur, je vais vous dire pourquoi. Parce que des gens beaucoup moins cultivés que vous entendent cela. D'accord? Ils n'ont pas lu Marx.
d'accord? Et qu'est-ce qu'ils pensent? Vous avez peur qu'ils tempêtent? Eh ben, vous faites bien d'avoir peur, parce que c'est incroyable qu'ils soient aussi gentils. Si vous voulez que ça leur donne le droit d'aller tout casser, que ça leur donne... Pas tout casser, mais de protester contre la rapine. Quand on me vole, ça me donne d'autres droits. Je veux dire, vous ne pouvez... Le désaccord politique n'est pas, je veux dire, une affaire de criminels et de vertueux. Vous n'êtes pas le vertueux qui juge les crimes des autres. Ça n'est pas possible. Je peux avoir mon avis sur la façon dont les riches deviennent riches. On arrive au bout de ce premier débat. On arrive au bout de ce premier débat. L'incendie de Notre-Dame est-il une catastrophe nationale? Vous avez voté sur Twitter. On a réussi à en faire un sujet politique. 61% à dire oui, l'incendie de Notre-Dame est une catastrophe nationale. Dans quelques instants, on va parler liberté d'expression en compagnie d'Étienne Chouard et Elisabeth Lévy. Restez bien avec nous sur Sud Radio. 13, appel non surtaxé. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Retour de Y a du peuple seul contre tous en compagnie d'Étienne Chouard, professeur d'économie et de droit à Marseille, qui a écrit Notre cause commune, instituée nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, publié chez Max Milo, et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Pour ce second débat, on va parler de la liberté d'expression, une liberté qui est indissociable d'une société démocratique, mais qui a, comme toute liberté, ses limites. On ne peut en effet pas diffamer ou injurier impunément, comme on ne peut pas, au moins théoriquement, diffuser de fausses informations. L'arrestation du lanceur d'alerte Julian Assange a beaucoup fait jaser, lui qui était réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres et qui est réclamé par les USA pour avoir dévoilé des informations nuisant gravement à leurs intérêts. Ce que les lanceurs d'alerte dévoilent peut gravement nuire aux intérêts des États. On peut donc se poser la question de savoir si la liberté d'expression doit s'appliquer à eux. À quoi sert la liberté d'expression? C'est le second débat de Y a du peuple seul contre tous ce soir sur Sud Radio jusqu'à 20h. Étienne Chouard, la liberté d'expression, ça commence où et ça s'arrête où? Je pense que ce sera un bon sujet de philo pour le bac dans quelques semaines. Alors, la liberté d'expression, il est évident pour tout le monde qu'il faut qu'elle ait des limites, c'est-à-dire que la liberté d'expression, ça n'est pas le droit de diffamer, d'insulter, d'appeler à la violence, au meurtre, etc. Je crois que personne ne prétend ça. Par contre, la liberté d'expression, elle est bafouée, y compris dans nos pays et de plus en plus, et sur des sujets essentiels. Et c'est pour ça que j'ai posé la question comme ça, c'est parce que ce serait intéressant d'être sûr que je ne me trompe pas sur la façon de le poser. C'est pourquoi est-ce que c'est important de défendre la liberté d'expression? Et j'y vois plusieurs raisons. Et à chaque fois, elles sont politiques. Il me semble que... Moi j'ai découvert l'importance de la liberté d'expression en étudiant à Athènes, qui était une démocratie il y a 2500 ans, et dans laquelle les citoyens exerçaient eux-mêmes le pouvoir, ils votaient leurs lois, ils n'avaient pas de représentants qui votaient les lois à leur place, et du même coup, ils avaient un besoin important d'avoir le droit de parler, le droit de parole pour tous, à tout moment, à tout propos. Ça s'appelait l'iségoria, et c'était tellement important pour eux, c'était plus important que l'isonomia, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, parce que, en fait, l'iségoria, même le mot était souvent pris comme synonyme de démocratie à l'époque, le droit de parole pour tous, à tout moment, et à tout propos, sans rien craindre, c'était synonyme de démocratie, parce que ils savaient, les Athéniens, que la démocratie était fragile, qu'elle était menacée par toutes sortes d'intrigues, de manigances, de complots de toutes sortes, et que le régime démocratique avait besoin des milliers de père-dieux que représentaient les citoyens, capables de scruter ce qui se passe pour vérifier que tout se passe bien, et capables de lancer l'alerte quand quelque chose se passe mal. Pourquoi ça vous fait marrer? Ça me fait rire parce que c'est une vision un peu policière de l'histoire. C'est-à-dire que les citoyens ne servent qu'à surveiller. Ils sont eux-mêmes les garants de leur liberté. À chaque fois que je commence une phrase, vous me reprenez. Donc je suis beaucoup moins habitué que vous à faire des cours. Et donc, à chaque fois, j'ai du mal. Non, mais vraiment, je perds mes idées. Donc, si vous voulez qu'on discute, il faut que j'arrive à aller... Je veux dire, donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Les citoyens surveillent. Pour vous, les citoyens surveillent. Je trouve que cette société de surveillance, encore une fois, me fait peur. Pourquoi? Maintenant, si vous ne surveillez pas les dirigeants, c'est eux qui vont vous surveiller. Non mais là, franchement, moi, je me fatigue. J'arrive pas à développer un argument comme ça. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi. Vous me contesterez après, mais si on doit discuter, la discussion, c'est cela. C'est d'écouter les arguments des autres. Voilà, jusqu'au bout. Et ils vont vous déplaire
tous. Donc je vous préviens. Voilà. Donc je n'aime pas cette société où l'idée, si vous voulez, surtout dans nos sociétés démocratiques, si vous voulez, je ne pense pas que la surveillance permanente soit la seule option, si vous voulez. Encore une fois, je crois, moi, il y a un contrôle du gouvernement. Il y a un contrôle du gouvernement, bon, c'est donc la surveillance. Non. Il faut un contrôle. Là, vraiment, je vais me barrer. Je vous le dis, moi, j'ai pas envie de me disputer. Mais si je ne peux pas développer une idée sans être interrompu, je n'y arrive pas. Je suis trop bête, d'accord ? Donc vous devez en tenir compte. Mais si vous n'arrivez pas à me laisser finir une phrase, on arrête. Je vous le dis très gentiment, mais je ne peux pas, je suis trop limité pour ça. Elisabeth Donc, Lévy. si ça vous ennuie pas, je vais quand même essayer d'aller au bout d'un argument, donc je vais laisser tomber celui-là parce que vous me laisserez jamais finir. Donc, par ailleurs, je pense que, vous l'avez dit, la liberté d'expression, en tous les cas, dans son origine, si vous voulez, effectivement, c'est la lutte contre l'arbitraire. Je n'ai pas étudié aussi bien que vous, et d'ailleurs, pas du tout, Athènes. En revanche, si vous voulez, nous connaissons l'affaire Calas et nous savons effectivement que, je veux dire, dans un premier temps, la liberté d'expression sert à cela. Et évidemment, elle peut toujours servir à cela, c'est-à-dire à critiquer les pouvoirs, c'est tout à fait ça, et ça ne me pose aucun problème. C'est la notion de surveillance, si vous voulez. Je ne pense pas qu'on puisse exercer le pouvoir sous surveillance. En revanche, il me semble, moi, aujourd'hui, si vous voulez, que l'un des grands mérites de la liberté d'expression, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire d'accorder à l'autre, je veux dire, nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous considérons que l'opinion de l'autre, si vous voulez, l'opinion de l'autre, que nous ne partageons pas, est légitime. Et que il peut nous énerver, il peut être un adversaire dans la discussion, mais ça n'est ni un salaud, ni un ennemi, ni quelqu'un qu'on déteste et qu'on veut voir sortir de l'humanité. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? Et pourquoi je dis que les menaces ne viennent pas d'en haut, malgré les tentatives totalement ridicules, si vous voulez, ou les velléités totalement ridicules de Macron pour ériger une vérité officielle. Tout cela, à mon avis, va finir en capilotade et n'aura absolument aucun impact. Je serai peut-être démenti. En revanche, moi, je sens qu'aujourd'hui, les menaces contre la liberté d'expression, elles viennent de la société elle-même. Elles viennent des multiples groupes qui demandent en permanence qu'on fasse de la censure parce qu'on pourrait les vexer ou les blesser. Je vous rappelle que la dernière fois que nous nous sommes mobilisés pour la liberté d'expression, c'était, disons, après Charlie Hebdo, la liberté de blasphémer, la liberté de se moquer d'une religion, ce qui ne veut pas dire se moquer des croyants, enfin en tous les cas ça ne veut pas dire détester les croyances, la liberté de ne pas aimer d'ailleurs une religion ou une opinion, ça me semble très important. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est absolument, on voit des féministes qui demandent qu'on fasse taire ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. On voit des gilets jaunes qui ont agressé des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord ou qui avaient dit des choses qui leur déplaisaient. Si vous voulez, on a vu des scènes tout à fait déplorables de ce point de vue-là. Et donc, avant de se tourner vers le pouvoir en disant les salauds sont là, moi j'aimerais qu'on s'interroge sur la société, sur les médias. Là, je pense qu'on sera d'accord, les médias participent, non pas aujourd'hui, ou en tous les cas, il y a les deux, participent pas seulement à défendre la liberté d'expression, ils participent à la restreindre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le politiquement correct, le terrorisme intellectuel, tout ce que vous voulez. Je termine en vous disant qu'aujourd'hui, quand à la Sorbonne, on ne peut pas représenter une pièce d'Eschyle parce qu'elle a vexé je ne sais pas quel groupuscule, je crois que c'était le cran. Absurde. Je suis bien placé pour être d'accord avec vous. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. BHL qui fait partie, donc Bernard-Henri Lévy qui fait partie d'une... Non, on peut dire BHL, c'est pas une insulte, BHL, pardon. Ouais, enfin, si c'est pour les étrangers qui liront cette vidéo quand elle sera traduite. En 30 langues, le BHL, donc Bernard-Henri Lévy, qui me traite d'antisémite dans tous ses spectacles. Là, il a commencé un spectacle dans lequel, dans son texte, il y a Chouard l'antisémite. Moi, j'analyse ça comme un bâillon, c'est-à-dire qu'en fait, ça sert à quoi de me traiter d'antisémite alors que je suis évidemment pas antisémite ? Ça sert à quoi de me traiter d'antisémite ? Ça sert à me priver de parole. À vous délégitimer. À me délégitimer et à me priver de parole. Sur le fondement de ce genre d'accusation, où on me traite de soralien, d'extrême droite, d'antisémite, sur ce fondement-là, la semaine dernière encore, donc vous voyez, ça continue, la semaine dernière, une conférence qui avait lieu à Niort, qui avait 500 personnes, a été annulée. Et
Tout ça parce que je serais soi-disant antisémite. Vous avez raison quand vous dites, je suis complètement d'accord avec vous sur ça, c'est tout à fait 18e, le personnage conceptuel entre guillemets des Lumières, parce que je dis personnage conceptuel parce que je suis pas sûr que la réalité des Lumières corresponde exactement au personnage conceptuel. Disons que nous parlons du mythe. Nous parlons de notre mythe des Lumières. Voilà, notre mythe, et c'est vrai que comme personnage conceptuel, c'est pas mal, la tolérance, bon ok, bonne idée. Je suis pas sûr que Voltaire ait été aussi tolérant que ce qu'on dit. Bon, non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis assez d'accord quand vous dites les menaces contre la liberté d'expression viennent d'en bas, des communautés qui veulent pas qu'on se moque d'elles. Vous trouvez que la liberté de ne pas aimer une religion, c'est très important. Mais quand BHL me traite d'antisémite, même si j'étais antisémite, ce qui est évidemment pas le cas, mais même si j'étais antisémite, je devrais avoir le droit d'être antisémite. De la même manière que je devrais avoir le droit d'être islamophobe ou judaophobe ou christianophobe. Excusez-moi, là je vais quand même... L'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, ça n'est pas la critique du judaïsme, c'est la haine des juifs. Or, précisément... Personne n'a de haine des juifs. Ah bon alors, excusez-moi... Mais vous en connaissez beaucoup ça. Excusez-moi, je crois que je devrais vous emmener faire un petit tour en Seine-Saint-Denis et puis je vais vous expliquer. Mais bon, on va peut-être pas ouvrir ce front-là maintenant, mais là, vous charriez grave, comme disent les jeunes, mais bon, passons. Dans les gens que je connais, et j'en connais beaucoup, des jeunes, j'en vois circuler, j'ai des classes, moi, ça fait 35 ans que j'ai des classes, et de haine des juifs. Donc les juifs sont partis, si vous voulez, parce qu'ils sont tous fous, parce qu'ils sont tous dingues. Non, mais il y a sûrement des gens qui haïssent les juifs, comme il y a sûrement qui haïssent des catholiques. Combien de juifs ont été tués en France, excusez-moi, combien de juifs ont été tués en France depuis que Mohamed Merah est rentré? Non mais, je sais pas. Je veux dire, partant de paix, excusez-moi pour... De ce que je vis, ça me paraît... Peu importe, c'est pas le sujet, mais vous, en revanche, je veux dire, je vous l'ai dit dès la première émission. Moi, je fais même pas la différence entre les juifs et les autres. Pour moi, je voudrais aimer librement, ou critiquer librement les personnes qui se disent juifs comme si c'était des êtres humains. Pour moi, il y a un truc qui m'intéresse, comme je vois que le temps passe, je voudrais quand même vous poser, parce qu'on a dit que on acceptait des limites à la liberté d'expression. Oui. Et moi, par exemple, je pense que interdire l'expression de la haine raciale, ou de la haine antisémite, ou de la haine des pêcheurs à la ligne du reste, ou des coiffeurs, me semble être une bonne chose. Ou homosexuels, tout ce que vous voulez. En revanche, donc ça... Il n'y a manifestement pas d'interdiction aujourd'hui de l'islamophobie, par exemple, ou de la christianophobie. Non, je suis désolé. C'est pas interdit. Je suis désolé. Ça, c'est le droit à la caricature. Bon, mais ça, c'est... Ouais, ça vous choque? Non, mais ce que je veux dire, c'est l'incitation à la haine. Je ne parle ni d'islamophobie. L'islamophobie, c'est quand même une histoire qu'on nous raconte, si vous voulez, pour nous empêcher de pouvoir critiquer l'islam et ses expressions déplaisantes. Mais je vous assure, comme on n'aura pas le temps de tout traiter, je vous propose simplement de revenir à votre cas, c'est-à-dire au fait qu'on veut vous interdire de parler, et moi, je suis là en partie. Précisément parce que j'aime la liberté et parce que, je veux dire, nous avons des désaccords, mais quels que soient ces désaccords, je suis là parce que si vous étiez antisémite ou si je vous considérais comme antisémite, moi je ne parlerai pas avec vous. Et si vous étiez, pas aimer une religion, c'est très important. Vous devriez pouvoir. Mais parce que c'est pas la même chose. Vous n'avez pas l'air de comprendre la différence entre la critique d'une religion et la haine, l'antisémitisme. Chez les nazis, si vous voulez, il n'y avait pas de. Non mais j'essaye juste de. Je parle. Je vous assure, j'essaye pas de faire de comparaison. Quand on parle de l'antisémitisme, on ne parle pas de la critique d'une religion. Les gens qui nous parlent d'islamophobie essayent d'assimiler toute critique de l'islam à la haine des musulmans. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on dit, je veux dire que, effectivement, je suis désolé. On puisse le sentir. Enfin, quand on voit les couvertures de tous ces journaux qui sont, à mon avis, littéralement islamophobes. Dont le mien, moi j'ai fait beaucoup de. Eh bien, moi j'estime de se mettre à la place des musulmans en y voyant de la haine. On peut peut-être aussi dire aux musulmans que l'une des grandeurs de l'Europe, c'est la capacité de revenir sur soi, la capacité d'autocritique, la capacité d'entendre des choses qui vous blessent. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures là? Non, je ne crois pas en l'occurrence. Je crois au contraire, si vous voulez, que les deux poids, deux mesures, jusqu'à preuve du contraire, les seuls qui aient pris les armes, si vous voulez, parce qu'on avait fait des dessins de leurs prophètes, à ma connaissance, si vous voulez, ce sont des musulmans fanatiques. Ce ne sont pas des juifs fanatiques, ce ne sont pas des catholiques fanatiques. Nous avons aujourd'hui un problème d'acculturation. Oui, mais je voudrais quand même qu'on arrive à traiter votre sujet qui est plus intéressant, qui est quelle limite à la liberté d'expression. Et j'allais vous dire quelque chose avec lequel vous alliez être d'accord. C'est que, par exemple, moi, je pense que le négationnisme cache effectivement la haine des juifs. Néanmoins,
Bah oui, je le pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, du reste, mais peu importe, c'est pas mais je le pense et j'en suis même convaincu. Néanmoins, je suis très contre la loi Guessot, c'est-à-dire que je pense qu'il faut répondre avec des arguments, je pense qu'il faut aller aussi loin qu'on peut dans la liberté. Et je suis pour l'engueulade civilisée ou pas. Maintenant, je n'aurais pas eu une engueulade civilisée avec Forisson, car nous n'avons pas de monde commun, nous n'avons pas de récit commun. Si vous voulez, le type nie une histoire absolument, documentée par les historiens, mais néanmoins, sur le principe, je pense, effectivement... Vous seriez capable d'avoir ce débat? Ah non, j'en serais capable, mais je n'en ai aucune envie. Je suis désolé, il faut... Oui, non, je comprends ça, mais il faut un récit commun. Il me semble que l'idée même de la démocratie au sens réel du terme, c'est de créer des institutions qui nous obligent à parler pour ne pas nous battre, qui nous obligent à parler avec les gens avec qui on n'a pas envie de parler. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai compris de la démocratie, c'est que c'est un régime qui nous oblige à discuter, parce qu'on n'a pas envie de se tuer, qui nous oblige à discuter de tout, et surtout avec les gens qu'on trouve dangereux. Non, pas avec tous. Je crois que discuter avec Soral ne sert à rien, parce que je vous l'ai dit, quelqu'un qui a une seule marotte, si vous voulez, ne me paraît pas légitime intellectuellement pour parler avec lui. Maintenant, je ne demande pas qu'on l'interdise. Si vous voulez, je trouve, il peut y avoir dans l'espace public, si vous voulez, des tas de paroles avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir des choses qui me blessent. Il peut y avoir des choses qui me heurtent. Et je demande aux autres d'accepter la même chose. Moi, ce qui m'importe, c'est que, effectivement, je pense que les interdits et les interdits qui ont été prononcés d'ailleurs à mon encontre, ou à l'encontre de beaucoup de gens ces 20 dernières années, si vous voulez, ont stérilisé le débat public. Voilà, je suis d'accord. Alors qu'on a besoin de l'échange avec des gens avec qui on n'est pas d'accord pour progresser. Moi, je cherche la contradiction. Je cherche les gens avec qui je suis en profond désaccord. Vraiment, quand je parle avec un royaliste, tout nous oppose dans le projet de société. Mais vous avez un récit commun. Vous partez du même réel. C'est pas ça. C'est que non, c'est pas ça. Vraiment, tout, même dans l'analyse du réel, c'est très différent. Mais par contre, comme je le considère, malgré le fait qu'on soit en désaccord, comme un être humain qui est donc légitime à opiner, comment dire, c'est comme de la modestie. Je n'imagine pas que j'ai raison en tout et qu'il a tort en tout. Je me dis, il y a des endroits où je me trompe, des endroits où il va me faire progresser. Il y a une citation. Mais dans l'exemple de Forisson, excusez-moi, alors appliquez cet exemple à Forisson. Mais à tous les humains. Pourquoi? Non, parce que... Non, mais attendez, je vais vous dire pourquoi. S'il y a des humains qui se trompent pour vous en tout, c'est comme si vous faisiez des sous-hommes. Forisson, il s'est trompé en tout, en tous les cas, en tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il était dans son travail public. Le reste, peut-être qu'il disait des choses très intelligentes à sa femme, je m'en fous complètement. Je connais pas le cas de Forisson. Non mais attendez, là, vous le savez, le type, en gros, a passé toute sa vie à nier l'existence des chambres à gaz. Quel est l'intérêt de parler avec Forisson? Mais je sais quel est son personnage conceptuel, et j'ai l'impression qu'on en fait comme un diable hirsute, et ça me fait penser à 1984 et Goldstein. C'est-à-dire Goldstein, vous savez... Vous devriez vraiment... Non mais là, excusez-moi, parce que vous allez rendre la discussion impossible, parce que là, vous allez trop loin. Parce que vous ne pouvez pas... On est en train de faire un sous-homme à qui on parle plus, quoi. Mais je ne parle pas d'un sous-homme, il y a des gens avec qui je ne pense qu'on ne peut pas parler, parce qu'on n'a pas... Moi, je ne peux pas parler avec quelqu'un, si vous voulez, qui me dit « cette table n'existe pas » ou « ceci est bleu ». Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vous disiez tout à l'heure, vous aviez besoin de la contradiction et on allait se friter sur les arguments. D'accord, la contradiction, si je vous dis que votre chemise est jaune, si vous voulez, on va avoir un débat. Ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Eh bien, je ne pense pas, mais là-dessus, après tout, si ça vous importe tellement que les négationnistes puissent parler, personnellement, je m'en fiche. Sur tous les sujets, comme vous disiez au début. Mais c'est pas tous les sujets. D'abord, vous touchez quand même, c'est marrant, on dirait que vous prenez un malin plaisir à toucher à quelque chose qui est quand même, malgré tout, si vous voulez, je n'emploierai pas le mot de sacré, mais qui a quand même, si vous voulez, marqué nos sociétés. Et vous avez l'air de faire comme si on pouvait jeter ça à la poubelle. Non, mais peu pas importe. Du tout, c'est pas ça. C'est-à-dire quand Dieudonné, pourquoi Dieudonné fait ça? De la même façon que les gens se moquent d'un génocide là sur le Ils ne s'en moquaient pas, c'est une façon d'exorciser. Là, vous se moquez, c'est pas une de Charlie Hebdo. Mais c'est pas un génocide, c'est après l'attentat en Belgique. Non. C'est après l'attentat. Non, c'est après l'attentat de Bruxelles de mars 2016. C'était parce qu'il y avait des bouts de... Dans l'aéroport de Zaventem. C'était une de Charlie Hebdo, ne se moque absolument pas du Rwanda. Et ça, c'est marrant. Moi, ça me fait rire, mais l'humour noir, ça me fait rire. C'est de l'humour.
quand Forisson nous explique que les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est pas de l'humour, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est comment, si vous voulez, comment en est-on arrivé aujourd'hui pour que des héritiers de la liberté, et par exemple, je prends les féministes, si vous voulez, les féministes d'aujourd'hui passent leur temps à demander qu'on interdise absolument tous ceux et toutes celles qui ne sont pas d'accord avec elles. Absolument. Si vous voulez. Donc, on est dans le même, il me semble, le même registre de l'interdit du débat et qui est quand même problématique. Mais encore une fois, on a dit tous les deux, moi, en tous les cas, on a dit tous les deux, en tous les cas, moi, je ne l'ai pas dit puisque vous l'aviez dit, donc je pensais qu'on était d'accord, qu'une société se définit aussi par les interdits qu'elle prononce. Tout n'est pas dissible dans l'espace public, heureusement. Oui, il y a des limites. Oui, heureusement, je dirais. Philippe a rappelé l'injure, la diffamation, si vous voulez. En revanche, je crois que la question, peut-être là-dessus on va se retrouver, la question des fausses nouvelles ne me paraît ne pas du tout devoir être traitée par la loi. Ça, il faut qu'on puisse confronter les avis des uns et des autres, et puis sur le fond d'arguments, décider ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Bien sûr. Il y a une citation, je voudrais vous lire, qui n'est pas longue, vous allez voir, elle est toute courte. Mais j'aime les citations. Et je suis sûr qu'elle va vous intéresser. Elle est de Jean Bricmont dans la République des censeurs, qui est un très bon bouquin. Vraiment un bouquin pesé au trébuchet. Enfin, moi, je trouve ça vraiment une recherche scientifique sur la liberté d'expression, précisément. Écoutez ça comme c'est bien dit. Comme le soulignait John Stuart Mill, qui était une icône du libéralisme, pouvoir critiquer sans aucune crainte les lois de Newton, pouvoir critiquer sans aucune crainte, donc le Forisson des lois de Newton, sans aucune crainte, et voir qu'elles résistent à ces critiques, est une des raisons de croire aux lois de Newton. Oui, si on faisait la démonstration que Forisson dit que des conneries, elle a été faite. Comment ça, si on faisait... Non, attendez, là vous allez en plus vous prendre une ventrée d'accusations, alors je vais vous protéger. Vous êtes gentil, mais puisque vous dites que vous ne voulez pas parler, c'est qu'il n'y a pas de démonstration à faire, non ? Non, la démonstration que Forisson dit n'importe quoi est faite. Et franchement, ne vous hasardez, parce que les gens vont mal comprendre, et là, vraiment, vous allez vous prendre. Je veux dire, à torrent, ne le faites pas ça, et je le dis pour vous. Parce que la démonstration que Forisson disait n'importe quoi est faite par tous les historiens du monde. Alors oui, quand il y a tous les historiens du monde contre Monsieur Forisson, si vous voulez, il me semble que là... voilà. Donc voilà, effectivement. Donc, là, mais en revanche, c'est très intéressant, votre exemple sur les lois de Newton. Si on poursuivait, la suite de la citation, c'est si on poursuivait devant les tribunaux tous ceux qui contestent la validité des lois de la physique, au lieu de les laisser contester, si on les attaquait devant les tribunaux, il n'y aurait plus aucune raison d'y croire. On se dirait, mais puisqu'on les attaque dans les tribunaux, on n'a pas eu la démonstration qu'on voulait. La même chose est vraie, a fortiori, pour la sociologie. Oui, il a été condamné des dizaines de fois, Forisson d'ailleurs. Mais, moi j'aurais préféré. Non, mais moi j'aurais préféré justement. Moi, je n'aime pas les interdits par la loi. Je n'aime pas. C'est un peu ça là, en l'occurrence. Je n'aime pas. Je vous dis. Non. Je n'ai jamais dit qu'il devait. Moi, personnellement, je n'aimais pas cette loi Guesso, si vous voulez. Mais ça ne m'empêche pas de penser personnellement qu'il n'est pas un interlocuteur légitime. Je n'aime pas, si vous voulez, que les choses se passent dans les tribunaux et ensuite, après, la loi ceci, il y a la loi cela, il y a la loi des Juifs et puis après, il y a la loi de ceux-là qui veulent aussi leur loi. Et donc, je trouve ça terrible. Mais voilà, c'est tout, je veux dire. Et je trouve votre exemple... Alors, votre exemple me perturbe. Vous voyez, plus que... Votre exemple sur les lois de Newton. Bien, parce que c'est très... Vous avez raison, c'est la question de la vérité scientifique est extrêmement compliquée et que... Il faut tout le temps que ce soit... Ils appellent ça falsifiable. C'est mal dit parce que falsifiable, on dirait falsifier, c'est la truquer. Mais falsifiable en science, ça veut dire qui est tout le temps soumis à la démonstration du contraire. C'est-à-dire que, en fait... Si on est scientifique, on accepte que n'importe qui, à tout moment, même si c'est... Donc il n'y a rien qui est jamais démontré. Si, mais si quelqu'un veut s'emparer du travail, de la démonstration du contraire, il faut l'accepter. Mais vous ne croyez pas qu'on a quand même, excusez-moi, des choses plus importantes à discuter que de savoir si la Terre est plate ? Est-ce qu'on doit vraiment... Non, mais par exemple... Évidemment, oui, la Terre est plate, c'est entendu. Que des gens qui pensent ça soient peut-être très sympathiques, c'est vrai, mais... Oui, non, mais Elisabeth, la question est, si quelqu'un veut se mettre en tête, si ça lui plaît de démontrer qu'elle est plate, il peut le faire sans qu'on l'attaque devant les tribunaux, et puis il va se ridiculiser parce que il va pas y arriver. Voilà. Mais c'est super important sur le plan du principe de la liberté d'expression, d'accepter qu'il vienne essayer de faire sa démonstration et de pas le jeter au centre, débarrasser par la loi, comme vous disiez. On est d'accord. Oui, d'accord. Simplement, il y a des sujets qui méritent, me semble-t-il, discussion, et d'autres qui ont été tranchés. Voilà, tout simplement. On doit accepter aussi peut-être qu'à un moment, certains sujets, même si nous ne sommes pas des scientifiques, je ne pense pas qu'on va revenir sur la rotondité de la Terre. Donc.
voilà, je veux dire, il me semble qu'on a beaucoup d'autres choses à discuter et que... Non, mais là en l'occurrence, si j'ai un problème avec BHL qui me traite d'antisémite, c'est parce que je suis, moi, si vous voulez, le cœur de mon travail, c'est de contester le gouvernement représentatif dont les institutions ont été écrites par les élus. Je cherche un gouvernement représentatif parce que je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien qu'il faudra un gouvernement représentatif. Donc là, je vous rejoins tout à fait, Elisabeth. Je cherche comme un gouvernement représentatif des citoyens, en quelque sorte. Mais oui, dont les citoyens... Mais c'est pas absurde, ça, Elisabeth. Il faudra qu'on prenne le temps... C'était une taquinerie. Il faudra qu'on prenne le temps d'en parler. Bien sûr, on en reparlera. Plus longuement, s'il vous plaît. Mais il me semble que, comme je conteste le système du gouvernement représentatif, entre guillemets, écrit par les représentants, c'est-à-dire qu'en fait, où les représentés sont si mal représentés, quelqu'un comme BHL, qui, à mon avis, est un intellectuel organique, qui profite largement du système de domination parlementaire, c'est comme ça que je l'analyse, je me trompe peut-être, mais ce gars-là, pour éviter d'avoir à croiser le fer avec moi, il me traite d'antisémite, c'est-à-dire qu'il me colle l'étiquette d'infâme. Comme vous disiez tout à l'heure, vous voyez, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas parler parce qu'il n'est pas légitime. Eh bien, je pense qu'il a tort. Ça, c'est quand même une atteinte à la liberté d'expression. Bien sûr, mais je vous l'ai dit, c'est dingue. Je vous redis à ce micro, si vous voulez, que je pense que c'est vraiment pas bien, si vous voulez, d'exclure du débat des gens, tout simplement parce qu'ils ont dit quelque chose qui vous a déplu, ou même heurté. Vous dites des choses qui me heurtent. Si vous voulez, mais encore une fois, j'ai pas envie, si vous voulez, un monde dans lequel nous serions tous d'accord et un monde dans lequel on discute contre gens d'accord, ça n'a pas de sens. Après, si vous voulez, on peut s'interroger sur les conditions de possibilité d'un réel débat. Alors il y a effectivement... Et à mon avis, le débat avec Soral, vous devriez l'avoir, parce que Soral grandit, son influence grandit. En l'interdisant, ça marche pas. Son influence grandit. Mais personne ne l'interdit. Ah bah si. Il n'est pas interdit. À part ça, il vient de se payer. Écoutez, je vous ai quand même déjà dit ce qu'a dit l'avocat de Soral à la fin de son dernier procès. Il a dit, mettez-le en prison, il écrira mon combat. Vous voulez vraiment que je discute avec quelqu'un dont l'objectif dans la vie, c'est de réécrire Mein Kampf? Franchement, quel est l'intérêt? Vous avez des tas d'adversaires avec qui parler. Pourquoi aller parler avec celui-là? Vous savez, c'est vraiment une question de principe. On arrive au bout de l'émission. Il faut qu'il réponde à cette question. Oui, tout à fait. À mon avis, c'est vraiment une question de principe. Je ne me sens pas légitime à dire, même si là, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne me sens pas légitime à dire, lui, il n'a pas voix au chapitre, et lui, le voix au chapitre. Vous voyez, c'est indémerdable, faut pas dire ce mot-là, c'est indécidable. Qui va avoir le pouvoir, la légitimité politique, la puissance politique de dire, lui, il est légitime, lui, il n'est pas légitime? Vous voyez, vous avez au moins le choix on peut pas faire autrement que de s'en remettre au libre débat, qui est le thème de la radio, d'ailleurs. On doit pouvoir choisir ses interlocuteurs. Oui, tout à fait. Bien sûr. On arrive à la fin du débat tout de suite sur Sud Radio. Le Lost Music d'Yvan Cujouz, on le reprendra aussi. Et en Facebook Live, Didier Maisto avec Étienne Chouard. Restez bien avec nous. Un plaisir d'en débattre.